accusés d'être voleurs. Avant la Révolution, les paysans doivent se rendre au moulin banal pour moudre leur pain. Ce service n'est bien sûr pas gratuit, et c'est le meunier qui collecte cette taxe, parfois 1/10 de la farine moulue. Simple locataire, il doit assurer l'entretien du moulin et verser un loyer à son seigneur et propriétaire. Pour arrondir ses fins de mois, le meunier a parfois recours à de petits arrangements qui ne sont pas étrangers à cette réputation de voleur. Il utiliserait des mesures truquées et conserverait pour lui la farine accumulée dans les angles du coffre enfermant les meules de pierre. D'ailleurs, des coffres octogonaux, pourtant interdits, se retrouvent encore dans les moulins vers 1900. Et là-haut sur la colline, il y a un qui... Les paysans en ont apparemment de pouvoir faire. Le 17e siècle, la demande de terre est revenue travailler dans ces économies. Le grand rituel est permis, mais les paysans ont toujours recours à lui pour mener une partie du travail, notamment le blé ou le sel. C'est tout petit, je fais comme je peux. Je ne vais pas pouvoir ressortir par là, il faut que je fasse demi-tour. Par eux-mêmes, hein, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller. Seulement voilà, ils ne peuvent quand même pas tout faire. Ils sont obligés de générer un minimum de revenus pour pouvoir se payer des sabots, payer le meunier, payer le tisserand, etc., etc. Et donc pour générer ces revenus, les femmes vont fabriquer le beurre et aller le vendre au marché. Même chose pour les œufs des poules, c'est pas principalement pour leur consommation propre, c'est d'abord pour aller vendre au marché ou pour les grandes occasions, on va dire, hein. Alors, pour faire le beurre, j'ai besoin d'une baratte. Je vais verser dans ma baratte Du lait. La crème. la crème. Oh putain, la crème, pardon. Et ensuite, il va falloir que je tape sur cette crème avec le pilon de ma baratte pendant un certain temps. Vous n'êtes pas pressé? Ça va alors. Alors, au départ, quand on tape sur de la crème comme ça, à un moment donné, ça va faire de la chantilly. On dit que la chantilly, c'est du beurre raté et que le beurre, c'est de la chantilly ratée. Comprendre qu'on ne va pas pouvoir avoir les deux produits en même temps, hein, il va falloir choisir. Et comme vous êtes à une animation sur le beurre, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne goûterez pas. La chantilly. La chantilly. Comme ça, tout le monde est prévenu, il n'y aura pas de déçus. Donc une fois l'étape de la chantilly passée, je vais continuer de taper. Et au final, j'aurai bien sûr du beurre, mais je vais avoir un autre produit. Ça va être quoi? Le lait ribot. Les ribots, qu'on appelle aussi Le lait de beurre. lait de beurre, absolument. Non, les cahiers sont autre chose. Petit lait, bas beurre, lait de baratte, lait battu, tout ça c'est la même chose, hein. Alors ici, c'est une baratte en bois à pilon qui était très couramment utilisée au 19e. On pouvait aussi avoir, suivant les secteurs, une baratte en céramique comme celle que vous voyez sur l'estrade. Oui. Début 20e siècle, grosse évolution, la manivelle. Oui. Ça a permis que ce soit les enfants qui fassent le beurre et non plus les femmes. Ça, c'est de l'évolution. Donc, vous en avez sur l'estrade où il y a des pales à l'intérieur. C'est ça qui va battre la crème. On pouvait aussi avoir une baratte comme celle que vous voyez à l'angle là, qui ressemble à un petit tonneau. Celle-ci, il n'y a pas de pale à l'intérieur. Ça fonctionne à la force centrifuge. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la durée du barattage, ça dépend.
Ça dépend déjà de la quantité de crème qu'on va mettre dans sa baratte. Ça dépend de sa qualité aussi. Et puis, ça dépend du temps qu'il fait. Alors, quand il fait beau, pas trop chaud, ça peut aller assez vite. Hein. Les femmes vont pouvoir se mettre à la sortie de la chaumière. Ça permet de discuter un peu avec les voisines en même temps, par exemple. On se demandait d'ailleurs si c'était pas de là que venait l'expression « baratiner ». Ouais. Quand il fait trop chaud, voire orageux, là on dit que c'est même pas la peine d'essayer de faire du beurre. Hein. En fait, ça va très mal se séparer entre le beurre et le petit lait. Ça va faire une sorte d'amalgame blanc, ça c'est bon à donner au cochon. Hein. Bien sûr, les femmes à l'époque vont se débrouiller pour faire le beurre le matin à la fraîche, par exemple. Et puis quand il fait froid, bah là, ça peut être un peu long. Alors les femmes vont pouvoir préchauffer la baratte avec de l'eau chaude, par exemple, ou alors se mettre au coin du feu. Et puis comme il y a pas mal de croyances et de superstitions à l'époque, on va penser qu'en mettant une pièce d'argent dans la baratte, ça va accélérer le processus. Je n'ai pas pu tester pour l'instant. On m'a bien proposé la carte bleue l'autre jour, mais je ne suis pas sûre que c'est le même effet. Sinon, on pouvait faire une prière à Saint-Herbote, le saint du beurre. Alors, pour récupérer la crème à l'époque, on n'a pas d'écrémeuse au 19e. Hein. Il va donc falloir laisser le lait de côté dans un endroit frais comme le cellier, par exemple. Naturellement, au bout d'un petit temps, la crème va remonter à la surface et on va venir chercher cette crème avec une sorte de cuillère en bois plate pour pouvoir ensuite faire le beurre. Ce n'est que début 20e qu'on a commencé à voir arriver des écrémeuses qui ont permis d'aller plus vite à récupérer la crème et aussi qu'il y a un peu moins de perte entre le ratio de lait et le ratio de crème récupérée. Les vaches que les paysans vont avoir à cette époque-là, ça va être des vaches bretonnes qu'on appelle pinoires. Les pinoires, elles ne sont pas très grandes, mais elles sont très rustiques. Elles ne demandent pas beaucoup de soins. Et puis, elles ne donnent pas beaucoup de lait, mais par contre, c'est un lait qui est très riche en matière grasse. C'est un peu ce qui nous intéresse pour faire le beurre. Hein. C'est ma salle de muscu à moi. Alors, pour avoir 1 kg de beurre, il va nous falloir 2 litres de crème. Mais, pour avoir ces 2 litres de crème-là, à votre avis, combien faut-il de litres de lait? À vous, pendant que je travaille. Bah, 10 fois plus. 10, trop peu. 15, trop peu. 20, c'est plutôt aujourd'hui. À l'époque, il en faut plus. On a plus de pertes. 40, trop. 30, allez, j'accepte 30. 27 en fait. Hein. 27 litres de lait pour avoir 2 litres de crème pour avoir 1 kg de beurre. Eh oui, on comprend bien pourquoi on va acheter sa plaquette de beurre à l'épicerie du coin, hein, quand même. Hein. Et à quel moment vous mettez le sel? Oh bah attendez, on va pas mettre la chaleur dans les beurres, Dieu. Alors, quand j'aurai mon beurre et mon petit lait dans la baratte, il va falloir que je filtre. Le petit lait, en Bretagne, on le consomme avec des patates, des châtaignes, des crêpes. Dans le reste de la France, on a plutôt tendance à le donner aux cochons ou aux veaux. Quelle est la particularité de ce que l'on appelle l'héribaut en goût? Acide, oui, c'est ça. Ça, c'est lié à la fermentation, en fait. Hein. Donc, effectivement, il prend cette petite acidité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais quand il est bu juste après le barattage, comme ça, ben, il n'a pas eu le temps de fermenter, si bien qu'il n'a aucune acidité. Au contraire, hein, il est très doux, très désaltérant, très agréable à boire. Une fois que j'ai filtré, il va falloir que je le lave, ce beurre. À grande eau et plusieurs fois, en faisant vraiment rentrer l'eau dans le beurre avec la cuillère en bois, pour extraire le maximum de petits laits qui pourraient rester coincés dans le beurre, parce que sinon ça va rancir assez vite. Donc on va laver le beurre jusqu'à ce que l'eau soit redevenue claire. Et une fois que j'ai salé le beurre, que j'ai lavé le beurre, qu'est-ce que je fais? Ben oui, on est en Bretagne hein, quand même. Hein.
On y met du sel pour Le conserver. le conserver. D'autant qu'en Bretagne, on est producteur de sel et qu'on ne paye pas l'impôt sur le sel, la fameuse gabelle. Eh oui, on ne se rend pas bien compte aujourd'hui parce que acheter du sel, ça coûte plus grand-chose. Mais à l'époque, on appelle ça l'or blanc. Hein. Il y a même des grandes villes où il y a de la contrebande de sel. Il y a même des régions où ils ont fait des chaises à sel pour ne pas avoir à payer la gabelle. Alors ça, c'était des petits coffres. On mettait le sel dedans. On mettait un petit dosseret, on posait une ancienne dessus et quand il y avait des contrôles, souvent ils n'osaient pas bouger l'ancienne, comme ça, ils ne payaient pas trop cher, vous voyez. Alors une fois qu'on a salé, on va le mouler. Donc soit on faisait des grosses mottes, soit on utilisait un moule en bois comme celui que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite on va le conserver dans l'endroit le plus frais qu'on va trouver. Soit dans le cellier, soit au-dessus du puits, quand il y avait un puits. Dur. Faut le mériter, hein. Ça ne devrait plus trop tarder, hein. Ça a pas mal changé là au-dessus, hein, vous voyez. Alors vous aurez compris que les femmes à l'époque ne vont pas cuisiner au beurre. Hein. Elles vont cuisiner avec quoi? Saindoux, oui, la graisse du cochon. Voilà. Et donc ensuite les femmes vont aller vendre leur beurre au marché. Seulement voilà, il y a de la concurrence, hein, parce qu'il y a toutes les femmes du village qui vont vendre les mêmes produits. Beurre, œufs, un peu de cidre s'il y en a, un peu de pain blanc. Et toutes les femmes des villages alentours, alors ça fait du monde, ça fait de la concurrence. Il va donc falloir que les femmes se distinguent, se différencient en faisant un beau beurre et donc un bon beurre. Quel est le premier signe d'un beau beurre selon vous? La couleur. La couleur, absolument. Il faut un beurre bien jaune. Alors pour ça, on a plusieurs options. De quoi ça peut dépendre principalement la couleur du beurre? L'alimentation de la vache. Hein? L'alimentation de la vache. L'alimentation de la vache, exactement. Les femmes avaient observé par exemple que quand elles emmenaient les vaches pâturer dans la lande au printemps, les vaches du coup elles grignotaient des jeunes pousses d'ajonc quand elles sont encore toutes tendres, vous voyez. Ça donnait un beurre bien jaune. Donc les femmes vont faire exprès de donner de l'ajonc aux vaches pour avoir un beurre bien jaune. C'était ce qu'on appelait le beurre de printemps, tricoté. Deuxième option, certains paysans pouvaient avoir une vache qu'on appelle la froment du Léon. La froment du Léon, elle a la particularité de donner un lait qui est très riche en bêta-carotène. Ça, du coup, ça va donner un beurre bien jaune. C'était ce qu'on appelait le beurre bouton d'or, tricoté également. Ça ne finit pas ce beurre aujourd'hui. C'est trop chaud. Si, un peu quand même. Ça y est, c'est bon. Vous entendez le son? Ça a changé. C'est parce que le lait ribot est bien en train de se former là et que du coup on a du beurre. Encore 2-3 coups et ça sera bon. Troisième option, la triche. Déjà à l'époque. Certaines femmes pouvaient mettre de l'ortie dans la baratte puisque l'ortie a la capacité de teindre la laine en jaune par exemple, mais aussi le beurre. Ah Alors, oui. elles n'avaient pas le droit, hein. Bien sûr que si elles étaient contrôlées, elles avaient une amende, mais bon. Alors maintenant que j'ai du beurre et du petit lait, je vais pouvoir filtrer. Voilà. Alors, ce que vous allez voir couler, c'est donc le petit lait, les ribots, le beurre, tout ça c'est la même chose. Il n'est pas tout à fait impossible qu'à l'instant précis, je ressemble un peu à un certain tableau ou à une certaine publicité. C'est le moment de prendre les photos. Et ce que vous allez voir s'effondrer. Ah, génial. Alors moi j'ai mis 1,5 litre de crème, ça fait donc 750 grammes de beurre à peu près. Voilà. Voilà, donc là je vais pouvoir le laver. Alors le beurre il est à la mode depuis déjà un certain temps à l'époque, hein, et les femmes qui viennent acheter leur beurre, qui donc ont un peu les moyens du coup, elles peuvent même le goûter à même la mode comme ça avec l'ongle ou l'épingle à cheveux, vous voyez.
Il n'y a pas tout à fait les mêmes règles d'hygiène qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Ouais. Alors l'eau de lavage comme ça, on la consomme pas, on a des limites quand même. Hein. Mais par contre, on va la mettre de côté pour les cochons, par exemple. Ah ben le cochon, on en a besoin hein, quand même. Hein. Voilà. Allez. Alors, je vais faire un dernier lavage. Donc, soit on faisait une grosse motte, auquel cas, au dos du manche de la cuillère de lavage, chacune avait un petit sigle sculpté comme ça pour pouvoir estampiller la motte. Sinon, on pouvait avoir donc des moules en bois comme celui-ci par exemple. Là, c'est pareil, chacune avait un dessin différent pour se distinguer les unes des autres. Donc là, je vais l'humidifier pour pas que ça colle au moment du démoulage, en faisant un dernier lavage en même temps. Donc moi là, je ne le lave pas jusqu'à ce que l'eau soit redevenue claire parce que j'ai un peu moins d'objectifs de conservation, mais à l'époque, c'était bien sûr une étape importante. Voilà. Et on va y mettre le sel. Alors quand on met du sel comme ça, c'est un peu comme quand vous mettez à dégorger des concombres par exemple, ça va faire ressortir toute l'eau. On disait que le beurre pleurait. Et on appelait donc les femmes qui vendaient leur beurre au marché des pleureuses, exactement. Moi, je veux la couper. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mouler. Alors c'est pareil, au moment de mouler comme ça, certaines femmes qui n'avaient pas réussi à récupérer assez de crème et donc à faire assez de beurre, avaient trouvé un petit subterfuge, bon qui ne devait pas durer très longtemps. Hein. Quand elles faisaient une grosse motte comme ça, elles pouvaient mettre une patate ou un rutabaga pour faire croire qu'il y en avait plus, vous voyez. Ça trichait hein, quand même à l'époque. On triche plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était bon exemple. Voilà. Alors, roulement de tambour, messieurs, dames. Voilà donc notre beurre avec sa petite fleur sur le dessus. Voilà. Pour le goûter. C'est le goûter, exactement. On va Par contre, goûter. je vais avoir besoin de l'aide de 2 personnes adultes, s'il vous plaît. Ça compte, Grande ça compte. volontaire. C'est la Donc, dame, faut- c'est la on met dame quand même qui un m'a peu de monde, aidée là. Voilà, là, j'ai tout mon à l'heure personnel, avec le c'est fauteuil. parfait. Super, merci. Les bouts de pain sont déjà découpés. Comment vous... Tartine, c'est ça. Comment... Voilà, exactement, vous avez tout compris. Comment vous vous appelez? Bruno. Comment? Claudia et Bruno. Merci beaucoup, Claudia et Bruno. Bah, comme c'est le beurre qu'on goûte. Voilà. Eh bien, les 2 volontaires ont du travail puisque nous allons passer à la dégustation. Alors, je vais goûter mon beurre. Alors, je ne vais pas pouvoir mordre tout le gros morceau de pain. C'est de l'époque. On sent le grain de sel. On sent le grain de sel. C'est excellent. Ah, il est bon. J'en aurai 2 comme ça. Merci, j'en ai 2 du coup. Voilà. Ah bah, du coup, on m'en porte un deuxième. Alors, ceux qui aiment le beurre salé, franchement, c'est super bon. Alors maintenant, je vais goûter le lait Rigaud.
voulez un verre d'eau de Merci beaucoup. Ah oui, c'est pas acide du tout. C'est du lait de crème ou quoi? Tiens, tu peux donner à mon mari. Moi qui bois plus de lait depuis très longtemps, ça me fait quand même bizarre. Mais c'est très bon. Merci. Je mange mon deuxième beurre. Maman, c'est pas ce qu'il Je ne peux pas assez, il faudrait que je le vende aux enchères, alors voyez un peu. Alors, on en vend C'est super justement, bon. mais là, il a terminé Franchement, il est tout, en super fait, bon. il avait d'autres- À tout à l'heure. C'est tentant, hein? Alors, les crêpes au 19e siècle, c'est de la farine de sarrasin, du sel, de l'eau, et c'est tout. Hein. Ah, vous avez dit déjà? Oui, oui. Mais on n'était pas là. Ah oui, il n'y a que des personnes. On aime tellement vous entendre. Oh, c'est gentil ça! Recommencer, recommencer. Très bien. Donc là, vous avez graissé la plaque. Voilà, j'ai graissé la plaque avec du saindoux. C'est un mélange de saindoux et de jaune d'œuf pour décrasser la plaque, le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf pour décrasser la plaque. J'ai vu ça. Ouais, ouais, absolument. C'est bien. Alors, la première crêpe, on dit qu'elle est loupée, c'est la Oui. crêpe du chien. C'est normal. Ça, c'est parce qu'on teste l'épaisseur de la pâte et la chaleur de la bilique. Donc, en général, elle est ratée. Bon, mais même à la poêle, chez nous, c'est pareil. Ah oui, bah ça, c'est valable. C'est tout le monde. Voilà, c'est exactement. La dernière, c'est la crêpe du chat, puisqu'il reste juste un replaton de pâte au fond du récipient, comme ça tout le monde est content, vous voyez. Le chien et le chat. Le chien et le chat. Donc on faisait la pâte à crêpes le jeudi soir et on mangeait les crêpes le vendredi. Voilà, Oui. parce que vendredi, c'est vendredi saint, jour maigre, donc on ne mangeait que des crêpes qu'on allait casser dans les ribots et c'est tout. Le restant de la semaine, le matin, on va manger une soupe de légumes avec un morceau de lard. Le midi, une bouillie d'avoine ou bouillie de sarrasin. Et le soir, on mangeait les restes. Hop. Alors, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Ah bon? La différence entre les crêpes et les galettes. Les crêpes sont fines. Voilà. Alors, pas la farine. À l'époque, en fait, c'est pas une différence de farine, c'est une différence d'épaisseur. On ne mange pas de crêpes de froment au 19e. On n'a rien à mettre dessus. Pas de Nutella, pas de confiture, rien. Non, c'est aussi que le blé, à l'époque, il n'est pas aussi productif qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a fait en sorte que ce soit particulièrement productif, mais à l'époque, c'est pas le cas. Donc, on ne mange pas de crêpes de froment à l'époque. Eh ben, elle sera pas pour le chien. Non, finalement, Elle est belle, là. Elle est ça tombe bien parce que pas de chien. belle. Il y en a dehors. Là. Alors ici, vous êtes dans un intérieur breton typique de cette époque-là. Ça veut dire que les maisons ne sont pas très grandes hein, pour avoir le moins grand possible à chauffer et qu'on va tous dormir dans la même pièce. On va même dormir avec les animaux au fond de la maison pour récupérer la chaleur par le fond comme ça parce que les maisons en pierre c'est bien mais c'est froid. Et les cheminées à foyer ouvert comme ça, ça chauffe pas très très loin. Hein. Donc pour récupérer un peu de chaleur, on dormait avec les animaux. Ce qui permettait aussi, parce que les animaux, le reste du temps, ils sont en liberté finalement. Hein. Donc ça permettait quand même de garder un œil dessus parce que c'est quand même un bien précieux à l'époque quand même. Ouais. Donc c'est pour ça que vous voyez des niches dans le mur, c'était pour les poules. Ah, c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je me disais. C'est pour pas que les œufs se fassent écraser par les autres animaux en dessous. Parce qu'il y a en dessous, il y a les vaches, les moutons, les chèvres, enfin, oui, quoi, le d'accord. cochon. D'accord. Voilà. Ah, mais c'était pratique à côté de la cuisine. Ah bah tiens, c'est... Les odeurs avec, j'avais pas pu manger. Le lit clos que vous voyez ici, c'est le lit clos des enfants. Ah, Jusqu'à c'est ce qui me 4 ou semble. 5 enfants par lit clos. Oh là. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui, Mais mais- oui. mais Alors, chaud. on dort pas allongé à l'époque, hein. On dort assis. Parce Oui. que la position allongée, ça rappelle la position des morts. Ah oui, À l'époque, même le roi, hein, il dormait assis. Hein. Oui, oui, absolument. Alors là, je vais m'avancer pour voir ce qu'elle.
Donc oui, on dormait tête bêche, donc. Hein. Ah oui. Donc l'armoire qu'il y a à côté, c'est ce qu'on appelle l'armoire de la mariée. Donc quand une jeune fille se marie, elle doit venir avec la dot, qui est une armoire remplie de draps. Hein. Voilà, ce que je vous ai filmé tout à l'heure. La richesse des hommes étant Les terres. Le tas de fumier. Oui, exactement, le tas de fumier. Le tas de fumier. Ben oui, ça montrait J'y étais du coup, presque. le cheptel d'animaux qu'on avait et donc les récoltes aussi qu'on allait avoir, bien sûr. Hein. Donc oui, du coup, autant les femmes vont laisser un peu entrouvert l'armoire quand elles savent qu'elles vont avoir une visite un peu chic, on va dire, pour montrer leur richesse. Et les hommes, du coup, ils ne vont pas cacher le tas de fumier derrière la maison. Hein. Bien au contraire, ils vont le mettre bien au milieu de la cour pour montrer la richesse. Donc les femmes vont tricher un peu sur la hauteur de la pile de drap. Mais ça, vous restez avec les lavandières. Les hommes aussi vont tricher sur la hauteur du tas de fumier. Il y en a, ils vont mettre des cailloux, des ballots de paille dans le tas de fumier pour faire croire qu'il y en avait plus. Vous voulez un petit bout? Et je veux bien. Oh, merci. Oui, tout le temps. Je vous laisse vous partager ça. Je vais goûter un bout de crêpe de sarrasin fait au feu de bois. Le lit clos à côté, c'est donc le lit clos des parents. S'il y avait comment dire, les grands-parents, on rajoutait un lit clos par ici, vous voyez. Voilà. C'est une journée merveilleuse. Ma mariée s'installait dans sa nouvelle habitation. Elle allait faire des crêpes de blé noir et en accrocher une au-dessus de son armoire pour porter bonheur. Et on l'a changée à chaque chandeleur. Ah oui. C'est marrant, c'est un peu marrant. Ah bah si, Ben, il y a beaucoup de croyances, de superstitions. Il y a, voilà, c'est l'époque. Comme dans beaucoup de régions. Bah oui, bien sûr. Alors, la cheminée, c'est l'élément le plus important de la maison, bien sûr, à l'époque, hein, puisqu'on n'a que ça pour se chauffer, pour cuisiner, pour s'éclairer. Donc le soir, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on se retrouve au coin du feu, hein, pour avoir chaud et pour y voir clair quand même. Hein. Donc les femmes vont filer la laine, les hommes vont faire les paniers, les enfants carder la laine ou faire les bougies. On se raconte les histoires. Dans les petites niches que vous voyez en haut de la cheminée, c'est là où on mettait le sel à sécher. Et dans les niches du bas, on pouvait mettre la réserve de cendres tamisées pour la lessive. Ah ben oui. Là, pour faire la lessive ou le savon noir d'ailleurs. Voilà. À la table, tout le monde n'avait pas le droit de s'asseoir. Il y avait la place du père tout au fond du banc là-bas. En face du père, l'aîné des fils jusqu'au cadet. À côté du père, l'aîné des filles jusqu'à la cadette. Mais aucun enfant en dessous de l'âge de 7 ans n'avait le droit de manger à table. Alors, assis par terre? Et ils mangeaient ailleurs, là où ils pouvaient. En fait, ils n'ont pas le droit de manger à table parce qu'on considère que ce n'est qu'à partir de 7 ans qu'ils vont aller donner un coup de main au champ et qu'ils vont être donc productifs. Mais en dessous de 7 ans, du coup, ils ne sont pas productifs. C'est l'échelle sociale. Ils mangent quand même, hein, mais ils ne mangent pas à la table. La mère, il faut qu'elle serve et qu'elle desserve. Elle ne mange pas à la table non plus. Ah ben, ben voyons. C'est bien le 19e, hein, dites donc. Tout le monde a eu de la crêpe. Gourmande. Refaire La gourmande. Il y avait une... Vous avez eu de la crêpe? Non, je ne suis pas gourmande. Merci, c'est parce que tu veux Je ne savais pas si servir. j'allais faire le drive ou pas. Garez votre voiture. Donc, il y avait quand même une mortalité infantile importante à l'époque. À l'époque, il n'y a pas l'école non plus. On a beaucoup d'enfants, on va dire le plus possible entre guillemets, parce qu'on a besoin de faire énormément de choses à la ferme. À partir du moment où il n'y a pas d'eau dans les maisons, d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas tout ça. Donc, il y a énormément de choses à faire. Quand on pense par exemple que pour faire les chemises en chanvre, il faut aller de la graine jusqu'à la récolte et jusqu'à aller le tisser, ça prend des mois tout ça finalement. Donc, c'est vraiment, tout est à faire, quoi, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller. Tout le temps. Donc, on a des enfants, non pas qu'on les aime pas, mais comment dire, on disait qu'on commençait à s'y attacher qu'à partir de l'âge de 4 ans, parce que c'est à partir de là où ils commençaient à être viables, en fait. Hein. Mais sinon, il y avait une mortalité infantile telle. Il faut imaginer qu'il n'y a pas de médecin dans les campagnes à l'époque. Hein. On dort avec les animaux. On ne mange pas toujours à sa faim. Hein. On a un cochon pour faire l'année, mais des fois, il ne finit pas l'année. Hein. On est obligé de le revendre des fois pour acheter autre chose. Enfin, voilà, les vies sont dures hein, quand même. Hein. Non pas qu'ils soient malheureux. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix tellement. Hein.
Mais disons que c'est quand même des vies un peu rudes, quoi. Les enfants, ils commencent à travailler très tôt. Dès qu'ils sont capables de faire quelque chose, on leur met les cartes pour la laine assez rapidement. Il faut qu'ils aillent chercher de l'eau à la fontaine. Enfin, ils ont des missions très très vite, quoi. Voilà. Donc oui, c'est bien qu'il y ait maintenant l'école, finalement. À la fontaine, mais quelquefois au puits. Oui, mais il n'y avait pas de puits ici. Mais effectivement, des fois, c'était au puits. Oui, oui. Alors, nous, encore une fois, on parle de 1850, mais cette façon de vivre, il faut imaginer que ça a duré très longtemps pour certains aussi. Hein. C'est pas... moi, il y a quelqu'un qui est passé il n'y a pas très longtemps, une dame d'un certain âge, très chic, avec son smartphone à la main, et qui me racontait qu'elle avait vécu de cette façon-là, aller chercher de l'eau à la fontaine jusqu'à ses 12 ans. Et encore, ça s'est arrêté parce que la grange a pris feu et du coup, la maison avec, etc. Et ça se trouve, ils auraient continué de vivre comme ça, voilà. Et que le père prenait tous ses enfants dans les bras pour les réchauffer au coin du feu avant de les mettre dans le lit clos, et que le lendemain, dans le seau d'eau qu'ils étaient allés chercher le soir, le lendemain matin, il y avait une couche de glace comme ça. Hein. Et ça, on ne parle pas du Moyen-Âge, hein, et on ne parle même pas de 1850. C'est pas si ancien que ça. Hein. C'est intéressant de mettre ça, comment dire, dans l'époque, à l'échelle, et puis qu'après, tout ça, c'est allé très très vite finalement. C'est vrai. On a évolué très très vite, oui. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le parélaire. Ça, c'était le porte-cuillère. Donc chacun avait sa cuillère en bois, qui était donc dans les trous, là, que vous voyez là. Et quand on partait manger à l'extérieur, bah, chacun prenait sa cuillère en bois avec soi. Oui, d'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis quand il y avait des journaliers qui venaient travailler dans les fermes, il accrochait sa cuillère au parélaire. On savait qu'il ne revenait pas le lendemain quand il n'y avait plus sa cuillère au parélaire, quoi. Hein. On causait moins à l'époque. Hein. Mais tout était très codifié. C'était un signe. La cuve en pierre que vous voyez à l'entrée de la maison, qui est la seule que vous pouvez voir sur le site. Ouais, je l'ai filmé tout à l'heure. Vous avez une idée de ce que c'est? L'évier. Non, c'est pas l'évier. Pour non, la baignoire. Rien à voir avec la baignoire. Le spa. Un saloir. Saloir. Ah, le saloir. C'est ça. C'est le charnier. Voilà, charnier, souillarde, saloir, tout ça c'est la même chose. Donc oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc je vous mets l'image. Voilà, c'est là où on mettait à conserver la viande dans le sel, quoi. Voilà. C'est ça. Alors le sol était en terre battue à l'époque, hein. Mais au bout d'un moment, ça finit par faire des trous, des bosses, de la poussière. En plus, on dort avec les animaux, donc il faut quand même changer le sol. Donc pour changer le sol, on va sortir les meubles, évacuer la terre souillée, en ramener de la toute belle, toute fraîche, et les voisins vont passer pour piétiner, danser, danser. Et oui, c'est pour ça qu'en Bretagne, on a des danses particulièrement percussives au niveau du sol, et qu'on danse bien serrés les uns à côté des autres en faisant des rondes sur toute la surface. C'était pour tasser la terre. Avec les sabots, du coup. Ah bah oui, ça tassait la terre. Donc après, chaque village ou chaque région, on va dire, va avoir sa danse privilégiée, le pli, le pied menu, etc. Mais l'origine, c'est ce qu'on faisait aussi dans l'air à battre les céréales. Là, vous avez vu l'animation sur le beurre, par exemple. Ben, après le battage des céréales, il fallait refaire le sol. Donc, on ramenait des gros tas de terre, on faisait préétaler par les chevaux, et ensuite, ça pouvait arriver d'un peu partout pour faire ce qu'on appelait la fête du sol. C'est l'origine des fest-noz, en fait. Hein. Voilà. Okay. C'est ça. On ne dansait pas pour rien, quoi. Ah bah, vous avez vécu là. Ah mais je ne sais pas mon âge, mais vous êtes conservé. Écoutez, je quitte ce village où j'y ai passé beaucoup de temps. J'y ai fait de très belles rencontres. Il présente beaucoup de choses. C'est magnifique.
c'est vraiment un village comme dans le temps, quoi. C'est très agréable. J'ai retrouvé ces feux de cheminée que j'ai tant aimé enfant. Regardez. Donc là, je reprends le chemin du retour. Il est temps que j'aille retrouver Roy. Ça danse. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais j'aimerais vous montrer autre chose. Donc voilà, je retourne, je viens de recroiser les personnes qui m'ont accompagnée. 2 personnes adorables. Ciao, ciao, au revoir. Alors je viens de dire au revoir à Claudia et Lydia, qui sont 2 personnes adorables, qui accompagnent un groupe. Donc elles se dépêchent à me laisser. Alors je dois, attendez, je dois repasser par où? Je crois que je suis... Bon, je repars par là, je crois que c'est par là que j'aille. Donc je disais Claudia et Lydia qui m'ont grandement aidé à un moment donné où j'avais besoin d'aide sur le parcours. Elles ont été vraiment adorables. Et donc c'est à elle que je disais au revoir. J'ai rencontré plein de personnes dans ce village. On a écouté de belles choses par des personnes qui expliquent super bien. Franchement, c'était formidable. Eh bien écoutez, j'avais repéré ce village sur la carte. Franchement, je ne regrette absolument pas. Là, il fait beau. Je vais lâcher Roy, je vais le faire jouer parce qu'il le mérite. Donc, pour moi, le tarif PMR, c'est 9,50 €. Sinon, c'est 14 € l'entrée. Après, les enfants, je ne sais pas jusqu'à quel âge c'est. Mais franchement, ça vaut le coup. Parce que vous avez plein d'animations. Vous pouvez arriver dans la matinée. Vous avez plein d'animations. Vous dégustez. Vous pouvez y passer la journée, manger sur place. Pour le prix, je vous assure que ça vaut le coup. Alors maintenant, je retourne voir mon petit loulou. Bah dis donc, je suis toute seule sur l'aire de camping-car. Elle est bien bonne celle-là. Les gens, ils n'ont pas voulu rester. Vous voyez les gens, quand ils n'ont plus d'électricité, les commodités, ils ne savent pas être en bivouac. Regardez-moi ça. Vous voyez Forest là-bas, tout ce grand champ là, tout ça. Eh bien écoutez, pour l'instant, il n'y a personne. Donc les gens, ils viennent voir le village, à moins qu'il y ait des connaisseurs qui arrivent d'ici ce soir, mais j'en doute fort. Eh bien dites-moi, avec mon loulou, on va être super bien. Donc là, je vais aller me le lâcher, il va pouvoir jouer et on va se détendre.